Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur l'actualité brûlante du moment, sur les nouvelles annonces de droits de douane aux États-Unis. Je commence par vous remercier d'être aussi nombreux. Vous êtes plus de 500 à vous êtes inscrits. Signale que le sujet est hautement important pour vous, et vous avez raison, puisque les impacts sont majeurs pour vous, entreprises, et pour un nombre de secteurs importants. Et merci de nous rejoindre parce que c'est un sujet qui évolue extrêmement vite. On en parlera, mais hier soir encore, on a eu des annonces décisives sur nos sujets. Et peut-être un des premiers messages à passer le temps que l'intégralité des participants nous rejoignent, c'est que c'est un sujet qui évolue très vite, de manière relativement imprévisible. Et donc, j'insiste sur l'importance de suivre le sujet et de se tenir à jour, puisque la vérité d'aujourd'hui et ce que on vous partagera ne sera peut-être plus vrai demain. Donc, important de bien rester au contact de l'actualité et de mettre à jour les informations qui changent très vite. Sans plus attendre, je présente nos intervenants du jour. Donc, on a la chance d'avoir Donatien Roquette, qui est responsable du département douane chez Oversea. Bonjour à tous. Bonjour Donatien, qui vous partagera sa science sur les annonces, les impacts et également les solutions. Et on a la chance et l'honneur d'avoir un invité de marque en la personne de Stanislas Roquebert, qui est avocat en douane pour le cabinet Lighthouse, qui est spécialisé sur les sujets douane, fiscalité et TVA. Donc merci Stanislas d'être présent avec nous. Ouais, bonjour à tous. Merci de m'accueillir et j'espère réussir à vous éclairer dans la grande incertitude du moment. Et merci pour l'accueil. Aucun doute, merci d'être présent. Et je m'appelle Arthur Barrias de T, je suis un des fondateurs et le président de la société Oversea. Le sujet est dense, donc je vous propose de commencer dès maintenant pour essayer de couvrir les sujets. Je vous présente l'agenda de manière assez résumée. On va vous faire un rapide brief sur le contexte, d'où viennent ces annonces, pourquoi est-ce qu'elles ont été mises en place, quelle a été la chronologie et quelles ont été les réactions. Voilà, on va essayer d'aller assez vite là-dessus pour que tout le monde soit à la même page. Les points les plus intéressants arrivent après. La deuxième partie, ce sera les conséquences pour vous, chargeurs, et notamment pratiques sur vos déclarations demain, sur les montants de droits de douane que vous allez payer. Voilà, donc ça, ce sera la deuxième partie qu'on va aborder. Et ensuite, la troisième, qui est des ébauches de solutions ou de stratégies qui viennent de nos clients, des propositions qu'on peut faire pour essayer de limiter l'impact, ou en tout cas de trouver des solutions à la situation actuelle qui, évidemment, ont un impact très important pour vous. On se gardera, comme de coutume, un temps important pour les questions et les réponses. Vous le voyez, mais dans l'outil, vous pouvez dès à présent commencer à poser vos questions que vous pourrez évidemment et que je vous invite à poser tout au long de l'événement. Et ensuite, on essaiera de répondre au maximum de questions, ce qui ne sera pas chose aisée, parce qu'à mon avis, elles seront nombreuses et vous êtes très nombreux. Donc voilà, mais on fera du mieux qu'on peut. Voilà, et puis écoutez, je vous propose d'entamer tout de suite par le contexte et notamment par l'origine politique de cette vague de tarifs et cette vague d'augmentation des tarifs douaniers. D'où est-ce que ça vient? La première chose, c'est tout ça vient de la stratégie politique et du discours de campagne de Donald Trump qui souhaite faire passer l'Amérique d'abord et réindustrialiser l'Amérique. Vous avez dû voir une partie des communications qui ont été faites sur le fait de vouloir rapatrier les chaînes de valeur et de vouloir relocaliser l'industrie et notamment toute une série d'industries qui sont considérées comme sensibles ou critiques aux États-Unis. Tout ça, c'est important de le dire, vient d'un discours électoral et politique. Hein, c'est ça l'origine. C'est politique avant d'être, je dirais, économique.
Et ensuite, évidemment, le contexte dans lequel ça a été fait et aussi un narratif selon lequel les États-Unis auraient été arnaqués par leurs partenaires commerciaux et par les autres pays. C'est ça qui est mis en avant aujourd'hui. Et donc, les droits de douane sont utilisés comme je dirais, un moyen de rétorsion dans le discours de l'administration Trump. Important de préciser que toute cette série de mesures a été faite de manière évidemment unilatérale et hors de tout le contexte historique des négociations sur les droits de douane qui passent d'habitude par la négociation multilatérale avec l'OMC ou les grands ensembles économiques. Donc voilà, c'est important de dire que tout ça vient avant tout d'une doctrine politique. On voulait aussi vous refaire un peu la chronologie jusqu'à hier soir, parce que c'est le dernier épisode de cette série. En février, les premières offensives ont eu lieu sur l'acier, l'aluminium principalement, à destination d'abord des premiers partenaires économiques des États-Unis que sont le Canada et le Mexique, qui ont été les premiers touchés par cette vague-là. Début mars, les États-Unis ont mis en place des nouveaux droits de douane via les décrets IEEPA, on y reviendra. Et on a commencé à voir les premières mesures de réponse. Le 5 avril, ils ont annoncé une augmentation de 10% sur toutes les importations. L'Europe a essayé de négocier en proposant ce qu'ils ont appelé le zero to zero sur des produits industriels, donc c'est-à-dire zéro droit de douane des deux côtés. Le Mexique a commencé à négocier en mettant en avant des éléments de facilitation sur les sujets de frontières, etc. L'escalade a continué jusqu'au 9 avril, notamment avec l'augmentation des tarifs douaniers vis-à-vis de certains pays. La réponse du principal, je dirais, adversaire dans cette stratégie qui est la Chine. Donc vous avez vu qu'on est même passé à 125% sur la Chine aujourd'hui. La Chine a répondu avec des tarifs à 84%. Il y aura peut-être une dernière réponse à ce qui a été apporté par les États-Unis. Ensuite, l'Union européenne pour l'instant, n'a pas annoncé de contre-mesures très fortes et on attendrait une réponse la semaine prochaine. On verra ce qu'il adviendra avec l'annonce qui a été faite hier soir. Et le Canada a répliqué avec 25% sur certains produits particulièrement stratégiques pour les États-Unis. Et hier soir, on a appris à 19h30 heure française que l'administration Trump suspendait pour 90 jours certaines des annonces qui ont été faites. Cette pause, elle implique un abaissement des tarifs réciproques à 10% pour 75 pays partenaires, notamment les pays de l'Union européenne, mais pas que. Donc c'est une pause de 90 jours. On ne sait pas ce qui se passera à l'issue de ces 90 jours. L'objectif annoncé, c'est de permettre la négociation. Donc, Trump a annoncé qu'il y avait 75 pays qui avaient pris contact avec lui pour négocier des accords séparés. Il est vraisemblable que cette pause ait été obtenue sous la pression des marchés financiers qui ont réagi très très fortement et très négativement aux annonces de Trump et peut-être aussi à des pressions internes économiques aux États-Unis. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une fenêtre de 90 jours qui s'ouvre pour négocier et cette période de suspension abaisse pour tous les 75 pays partenaires les tarifs à 10%, ce qui est supérieur à ce qui existait auparavant pour une partie d'entre eux, mais assez largement inférieur aux 20% dont on parlait par exemple sur l'Union européenne. Et en même temps, un durcissement a été annoncé sur les produits chinois avec un tarif porté à 125%. Et Trump dit qu'il pense qu'il n'aura pas besoin d'aller au-delà. Donc on verra ce qu'il en est. Mais évidemment, la situation est encore assez fragile. Pour autant, on pense que c'est très important de vous partager certaines des grandes, je dirais, dimensions de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui parce que toute une partie de ce qu'on annonce. Alors déjà, il y a des choses qui restent vraies sur la partie minimi et on y reviendra, mais aussi parce qu'il est très probable que la situation
évolue d'ici là. Si je peux me Voilà. permettre, pardon, Arthur, Ouais. juste, excuse-moi, juste en une minute. Ouais, c'est très important peut-être de rappeler que les 10% là, qui s'appliquent à tout le monde, c'est en plus des droits de douane qui existaient éventuellement avant. Voilà, peut-être qu'on y reviendra. C'est additionnel. Du reste, tu as raison, pendant la campagne, Donald Trump avait dit que son mot préféré dans le dictionnaire, c'était tariff, enfin droit de douane. Donc il est fidèle à lui-même. Et ça s'applique sur l'origine des produits. Je crois que Donatien y reviendra, mais voilà, bien rappeler que, comme on dit aujourd'hui, la Chine est visée, en fait, ce sont les produits chinois, et donc on peut être concerné, nous autres Européens, si on exporte des produits chinois vers les US. Et dernier point, effectivement, Donald Trump a redit tard hier soir, on n'a pas beaucoup dormi, mais que c'était pour lui une base de négo. Et donc, tu as tout à fait raison dans ce sens. Il a même dit que ça pouvait changer du jour au lendemain pour la Chine. Donc, il faut rester connecté à Twitter ou Truth Social. Il faut regarder les réseaux sociaux, mais effectivement, c'est plutôt une base de négo. Absolument. Merci Stanislas. J'avance pour qu'on ait le temps de vous présenter un peu tous les éléments. Donc on est passé, mais bon voilà, il y a des annonces très très fortes qui ont été faites, qui s'appliquent à tous les partenaires commerciaux. C'est inédit dans l'histoire, hein. C'est la plus grande vague protectionniste depuis les tarifs smotolés des années 30. Donc on vit un moment qui est assez comment dire, extraordinaire par l'ampleur, etc., et qui évolue, comme le disait Stanislas. Je vais passer la parole à Donatien pour avoir une vision un peu plus précise de certaines de ces annonces. Ouais, super. Merci beaucoup Arthur. Je vais juste faire une avance rapide ici sur comment lire les nouveaux barèmes douaniers. L'idée, c'est de vous donner un peu plus de clarté, de lisibilité sur sur les différents mécanismes qui ont été mis en place par Trump sur ces derniers jours, dernières semaines. Donc, on a le mécanisme de la section 232 qui, du coup, peut être invoqué par le président des États-Unis pour des raisons de sécurité nationale. Typiquement, cette section, ce mécanisme juridique a été mis en place par Trump pour mettre du coup des taxes sur l'acier et l'aluminium. On a également le IEEPA pour International Emergency Economic Powers Act qui peut être utilisé pour imposer des sanctions économiques, souvent dans un contexte de sécurité et de politique étrangère. Typiquement ici, ça a été utilisé envers la Chine. Et enfin, des ordonnances exécutives, executive orders, qui appliquent en fait des tarifs de réciprocité, qui peuvent viser donc, tous les pays ou des groupes de pays. Il faut bien comprendre donc, ce que Stanislas effectivement disait, c'est que ces droits se cumulent les uns aux autres. Ouais, c'est très très important. Alors du coup, je vais faire un focus, je vais revenir un petit peu en arrière, je vais faire un focus sur du coup le Canada et le Mexique. On va faire un focus un peu par zone géographique et ensuite on ira aussi sur les secteurs. Donc sur le Canada et le Mexique, à partir du 4 mars, pour rappel, donc les États-Unis ont imposé des tarifs de 10% sur l'énergie et 5% sur d'autres produits, et aussi les 25% sur l'acier et l'aluminium le 12 mars. Donc la réaction de côté canadien a été a été assez immédiate et musclée, puisque le Canada a appliqué 25% de droits de douane sur certains produits américains. Et également, ils ont saisi le 3 avril l'OMC pour contester donc les mesures américaines. Et le Canada a élargi sa riposte hier en taxant à 25% les voitures en provenance des US. À l'inverse, le Mexique a plutôt adopté une attitude un peu plus prudente. Ils ont les mêmes en gros droits de douane que le Canada, mais voilà, les dernières déclarations de début de semaine de la présidente Madame Sheinbaum, voilà, nous voulons éviter de mettre des droits de douane réciproques. Ils veulent éviter l'escalade et insistent sur l'importance des relations bilatérales. Du coup, le tout encadré par l'USMCA, c'est du coup l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui font que en fait tous les produits qui rentrent dans le cadre de cet accord sont exemptés de droits de douane. Focus du coup sur la Chine, qui est un peu au centre de la bataille et des dernières actualités. Donc c'est plutôt donc œil pour œil, dent pour dent. Les tarifs appliqués par les droits de douane appliqués par les US
il y a plusieurs types. Donc, il y a le IEEPA, que je vous ai défini juste il y a quelques minutes, qui en gros impose 20% de taxation supplémentaire. Il y a également les tarifs réciproques, donc qui qui sont au cœur de l'actualité. Donc, initialement, ils ont augmenté de 34%. Ensuite, on les a apportés, à plus 50%, donc à 84%. Donc, ça voulait dire que c'est pour ça que vous voyez beaucoup, vous avez beaucoup vu dans les articles, 104% de droits de douane additionnels, c'est 84% plus 20%. Et hier soir, Donald Trump a annoncé on va taxer du coup les produits chinois à 125%. Donc applicable dès aujourd'hui. En plus du coup de ces taux de droits de douane, donc, de ces droits de douane additionnels, vous avez là donc la section 232 pour l'aluminium et l'acier, plus 25% si vos produits bien entendu sont dedans, sont impactés. Et en plus de ça, vous avez donc le tarif de base US, ce qu'on appelle le baseline US tariff, qui du coup augmentera de X% par rapport au taux de droit de douane initial. Donc, il faut vraiment avoir en tête que tout ça se cumule. La réaction de la Chine, vous la connaissez peut-être certainement. Au début, donc au mois de février-mars, il y a eu 15% sur le charbon, gaz naturel liquéfié, soja, blé, etc. Et 10% sur le pétrole brut et certaines machines. Et applicable depuis aujourd'hui, donc en réaction à l'augmentation, aux augmentations successives des droits de douane réciproques, 84% sur toutes les importations US, en plus des tarifs déjà en vigueur. Donc eux aussi, ça va se cumuler. Également, ils vont restreindre l'exportation de matériaux à base de terres rares. Ils ont créé une export control list et pour en fait lister des entreprises américaines du coup pour bloquer, pour réduire l'exportation envers ces entités-là. Également, les Chinois ont ouvert une enquête anti-dumping sur certains produits agricoles US et également, comme le Canada ont saisi l'OMC. On passe maintenant à l'Europe. Alors, l'Europe, pour le coup, elle cherche plutôt sa ligne de réponse. Sachant que du coup, pour les tarifs appliqués par les US, on a, comme tout le monde, les 25% sur l'acier et l'aluminium en vigueur depuis le 12 mars. On a eu du coup le 5 avril 10% sur toutes les importations, jusqu'au 9 avril où ces 10%-là sont passés à 20%. Et la breaking news donc d'hier soir, c'est que depuis ce matin, on revient à 10%, donc on annule les 20%. Donc on est passé en général, en moyenne, les taux, les produits européens étaient taxés à 5% en fait aux États-Unis. On est monté à 10, on est monté à 20, et maintenant on est redescendu à 10. Et du coup, tout le monde en soi s'en félicite, mais on est quand même passé de 5 à 10, donc on a quand même doublé. La réaction de l'UE, malheureusement, c'est pas très clair parce qu'on est 27 et il faut qu'on se mette d'accord. Et on a aussi des intérêts nationaux qui peuvent diverger. Typiquement, la France et l'Allemagne communiquent en tout cas sur une réponse plutôt ferme, là où l'Irlande ou les pays baltes appellent un peu plus de retenue. Le 7 avril, l'UE proposait une exemption réciproque pour les biens industriels et le 8 avril, avant-hier, la Commission européenne disait que la réponse officielle de l'UE sera communiquée en début de semaine prochaine. Donc, on verra, en plus, avec les dernières actualités d'hier soir, les dernières annonces, on verra ce qu'il en sera. Et pardon, Donatien, ouais, simplement, Bien j'ai sûr. entendu ce matin que la présidente de la Commission européenne a annoncé que, effectivement, elle voulait revenir à ce que décrivait Arthur, c'est-à-dire un zero to zero, enfin, pas de droit de douane réciproque. C'est ça la base de négo. En tout cas, elle a annoncé vouloir négocier avec l'administration Trump. Ce qui pose un premier problème, c'est que Trump lui-même a dit qu'il ne parlait pas aux représentants de l'Union européenne, mais aux représentants des pays. Donc ça, c'est voilà, particulier. Et deuxième problème, enfin c'est pas un problème, mais c'est un constat. Effectivement, normalement, il y avait des règles internationales qui s'appliquaient dans les négociations. Ça pouvait prendre des années, voire des mois. Et là, effectivement, il y a une nouvelle méthode qui s'est instaurée donc par le président Trump qui prend quelques jours. Donc on peut se poser la question de la légalité là, de ces méthodes. Ça avait été remis en cause dans le premier mandat, hein, une partie des surtaxes et des remboursements ont eu lieu. Donc il faut garder aussi ça en tête. Il peut y avoir des retours même a posteriori bien plus tard. Super, ouais, exactement. Merci beaucoup, Stan. Je vais passer maintenant sur un peu par secteur, donc l'aluminium et l'acier. Alors, comme je vois que le temps passe très vite,
je vais être extrêmement bref, entre guillemets, sur cette partie-là. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est, on vous a mis en lien, en fait, la direction générale du Trésor a créé une page web qui reprend en fait tous les HTS codes US et qui, avec un code couleur assez simple et efficace, en fait, vous permet de tout de suite identifier si votre HS code est concerné en gros sur l'intégralité des 25% ou juste en fait pour les parties en fait en métal. Donc il est vraiment bien fait, il est hyper clair et voilà, comme le temps passe, je préfère vraiment vous orienter sur ce site web qui est très très bien et dont on utilise, voilà, sur lequel je vais au quotidien. Également sur le secteur automobile, il y a eu des droits de douane. Également, le site de la DG Trésor, franchement, hyper bien fait. Il liste tous les HTS codes, il explique le fonctionnement et vous pouvez tout de suite voir, voilà, en contrôle F sur le document si votre code est impacté ou non. Et on va prendre peut-être un peu plus de temps sur, du coup, pour parler ensemble du régime de minimis. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un mécanisme d'exemption qui permet aux colis qui rentrent aux États-Unis d'être exonérés de droits de douane si leur valeur est inférieure, si la valeur marchande est inférieure à $800. Depuis le début de l'année, les États-Unis ont envisagé une réforme pour limiter les importations en provenance des plateformes de e-commerce chinoises comme Shein ou Temu. Et rien n'avait été confirmé jusqu'à tout récemment. Et surtout le temps pour l'administration américaine de mettre en place des systèmes opérationnels. Ces systèmes sont désormais en place et le traitement des de minimis pour les importations en provenance de Chine et de Hong Kong prendra officiellement fin le 2 mai prochain. Et ce qui va se passer donc et comment ça va être mis en place, il y aura un droit ad valorem de 90% qui a été augmenté en début de semaine. Avant, c'était 30% et il a été augmenté là avant-hier à 90%. En plus de la taxe IEEPA, donc de 20%, donc ça veut dire 110% de droits de douane. Et en plus de ça, il y aura un droit spécifique. Donc ça sera, alors initialement, c'était 25% pour les articles avant le 1er juin et 75%. Non, c'était 25 et 50. Donc, c'était 25 pour avant le 1er juin et 50 à partir du 1er juin. Mais dans l'annonce de l'avancière, ils ont juste parlé du montant minimum de 75%, enfin de $75, excusez-moi, avant le 1er juin. Ils n'ont pas parlé du montant à partir du 1er juin. Donc, est-ce que ça sera pareil, 75, 125 ou 150? On ne sait pas encore. Mais on va rester informé. Et donc, pour une partie on va commencer la dernière partie qui nous intéresse, je pense aussi, qui vous intéresse le plus, c'est comment limiter l'impact sur votre activité. On va vous présenter en fait 6 leviers actionnables, et bien entendu, dans un contexte qui reste très incertain. Le premier levier, ça serait de changer les incoterms. Certaines expéditions sont effectuées selon les incoterms FOB ou Xworks, où l'importateur, donc l'importer of record, contrôle le transport. Le passage d'un incoterm DDP permet plusieurs avantages. Il permet de transférer la responsabilité douanière au vendeur. Par exemple, si dans le cas d'un Chine-US, c'est le fournisseur chinois qui agirait comme importateur officiel aux États-Unis. Ce changement d'incoterm, il permet de déduire le coût du transport, l'assurance et les droits de la valeur en douane, en fait, de la base imposable du calcul de la valeur en douane, car ces éléments ne sont pas soumis à droit. Faut bien avoir en tête que les douanes américaines s'intéressent principalement au coût réel des marchandises et non le prix de vente. Et du coup, on a un petit exemple pour vous expliquer. En gros, typiquement, si vous avez une facture dont le montant total est $148 500, mais que vous indiquez clairement dans votre facture le montant du fret, le montant de l'assurance et le montant des droits estimés, en fait, la valeur en douane qui sera retenue par le déclarant en douane aux États-Unis ne va pas être 148 600, mais 113 613 $. Donc ça peut du coup, ça baissera d'autant les droits de douane. Mais attention, entre guillemets, à utiliser ce changement d'incoterm parce que la valeur déclarée doit correspondre en fait à la réalité. Si vous déclarez 113 000 $ comme coût des marchandises, vous devez aussi pouvoir le prouver par un virement. Il faut avoir une bonne traçabilité comptable parce que les douanes en fait peuvent tout à fait demander les éléments de traçabilité pour relier les valeurs qui sont déclarées et les transactions financières.
Pardon, Donatien, juste pour préciser, la valeur en douane base taxable aux US, base taxable des droits à l'importation, est un peu plus faible que ce qu'on fait dans l'Union européenne. Nous, on a une valeur, ce qu'on appelle CIF, qui intègre les frais de transport. C'est pas le cas aux US. D'ailleurs, c'est une des plaintes du président Trump, mais effectivement, ils ont une base taxable qui est un peu plus faible. Et donc, il faut penser à bien exclure ces frais-là de la valeur en douane pour payer in fine moins de droits de douane. Ouais, carrément. Deuxième levier actionnable, c'est donc l'entrepôt sous douane aux US. Ce qu'on peut vous recommander, c'est donc soit à vos clients ou à vos filiales, c'est d'envisager l'utilisation d'un entrepôt sous douane aux États-Unis. Ça peut être une stratégie intéressante pour vous parce que vous continuez à expédier aux US et vous stockez des marchandises là-bas sans les dédouaner immédiatement. Attendre la fin des négociations commerciales dans le cas d'ajustement ou des baisses des droits de douane sur certains produits, et ce qui est probable dans les semaines à venir. Différer. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai l'impression que je suis plus connecté. C'est bon, on t'entend. On t'entend, Donatien, je prends la main, du coup, le temps qu'ils reviennent sur l'entrepôt sous douane, effectivement, c'est flux de trésorerie, ou en tout cas optimisation de trésorerie qui vous permet de payer que à la sortie au coup par coup. Et Donatien, je faisais l'intérim. J'essayais, mais je te relaisse la main. Du coup, je reprends la main. Ouais, l'entrepôt sous douane aux US, c'est même fonctionnement que dans l'Union européenne. Et donc, gain de trésorerie, ça vous permet, in fine, de tout importer en une fois, de payer au coup par coup, et de ne pas payer de droits de douane sur ce qui, in fine, sera réexporté hors des US. Et donc, effectivement, possibilité d'obtenir un gain de trésorerie, de payer moins de droits de douane. Et en fait, on parie également sur le fait, c'est marqué dans le slide, que au bout d'un certain moment, les taux vont peut-être rebaisser. Et donc, vous pourrez sortir au gré des évolutions de taux de droits de douane les produits concernés. C'est donc parier un peu sur le futur. Pardon, je t'en prie. Ouais, non, absolument. Et d'ailleurs, c'est une technique ou en tout cas une stratégie que certains de nos clients utilisent parce qu'ils se disent qu'en fait, le coût de stockage d'un entrepôt sous douane serait largement inférieur à l'application des nouveaux droits de douane. Et donc, on a une série de clients qui parient sur une négociation, ce qui par ailleurs se révèle être un pari plutôt payant aujourd'hui. Et donc préfèrent envoyer leurs marchandises dans un entrepôt sous douane en attendant que la situation évolue dans une direction qui paraît plus favorable d'avancer. Ok, désolé pour la coupure d'électricité ou d'internet. Et merci d'avoir assuré l'intérim, Arthur et Stan. Du coup, je pense qu'on avait fini sur l'entrepôt sous douane, c'est ça? Oui. Ok, super. Alors, du coup, le troisième levier de actionnable, donc le régime du perfectionnement, l'utilisation du régime de perfectionnement actif, qui permet d'importer temporairement sans droit de douane, à condition que les marchandises soient transformées et réexportées ou vendues localement après traitement. Plusieurs conditions. Il faut que les produits subissent une transformation substantielle. Ça implique un suivi rigoureux de vos produits et de vos flux. Il faut aussi une autorisation du CBP, donc c'est le Custom and Border Protection, c'est les douanes US, et respecter les règles d'origine également, s'il y a un changement d'origine. À noter que c'est quand même une mise en œuvre qui peut être complexe et coûteuse, et pertinente si la valeur ajoutée locale est significative. Sur le prix de transfert, donc un quatrième levier qu'on vous propose, c'est si vous disposez d'une filiale aux États-Unis, par exemple, on peut vous recommander d'analyser et d'ajuster le prix de transfert appliqué à vos produits, mais il faut que ça soit en cohérence avec votre politique de prix de transfert. Voilà, vous pouvez peut-être optimiser la valeur en douane et ainsi réduire l'impact global de vos droits de douane. Ouais, pardon, Donatien, juste sur ce point, je voulais rappeler que ça concerne tous ceux qui sont en intragroupe. Et la politique prix de transfert, donc c'est une mesure fiscale, mais elle peut être revue, notamment lorsqu'il y a des modifications de ce qu'on appelle le contexte économique.
Et là, c'est en fait ce que font tous nos clients, c'est une des modifications du contexte économique parce que vous allez baisser vos marges, il y aura effectivement une augmentation des prix, le contexte local n'est pas le même, les produits américains sont pas au même prix et donc vous avez le droit de revoir votre politique prix de transfert, notamment à la baisse et ça a un impact direct sur la valeur en douane. Il faut faire le lien entre les deux puisque vous baissez également la base taxable. C'est un des axes sur lesquels beaucoup de personnes travaillent actuellement. La First Sales Rules, c'est un dispositif qui permet à l'importateur de déclarer la valeur des marchandises sur la base du premier prix de vente dans une transaction qui se fait en plusieurs étapes au lieu du prix de vente final américain. Ça s'applique quand vos produits sont fabriqués dans un pays, vendus à un intermédiaire et revendus à un importateur américain. L'idée, c'est baser la valeur en douane sur le prix du fabricant à l'intermédiaire plutôt que celui de l'intermédiaire à l'importateur. Et donc, vous diminuez la base d'imposition douanière et donc les droits. Je crois que l'heure tourne, donc je vais peut-être passer directement à la dernière slide. Les autres leviers envisagés, il y en a plusieurs, mais potentiellement, voilà, renégocier vos contrats pour clarifier la prise en charge des droits, potentiellement le levier des FTZ, Foreign Trade Zone, et bien entendu suivre l'activité douanière pour s'ajuster aux mesures de représailles. Il y en aura beaucoup et les négociations commencent, entre guillemets, c'est parti pour 3 mois jusqu'avant l'été. Donc voilà. Je sais pas si Stan, tu veux rajouter peut-être quelque chose? Non, ouvrez un compte sur Truth Social pour suivre les annonces au jour le jour. Non, mais très clair. Merci Donatien, merci à tous. Parfait. J'en profite pour vous dire qu'on publie régulièrement des informations sur ces sujets via une newsletter qui s'appelle Le Chargeur et une autre qui s'appelle Le Douanier. Le Chargeur, c'est sur de l'actualité transport et le Douanier sur de l'actualité douanière. On vous met les liens ici si vous voulez vous inscrire, c'est évidemment gratuit. Et je vous propose de passer sur la partie questions-réponses. On a eu beaucoup de questions. Je vais peut-être lancer les questions, mais Stanislas et Donatien, n'hésitez pas à regarder aussi dans le chat pour répondre à une partie des questions qui vous seront posées. La question qui a reçu le plus de votes, c'est une question de Christopher qui dit « Dans le cadre d'un produit fabriqué en France, mais contenant des composants métalliques d'origine asiatique, est-ce que l'on peut être impacté à l'export par les droits de douane ?» Peut-être je sais pas, je réponds Donatien, mais si tu bien sûr complète. Si vous voulez dire acier aluminium, bah oui, effectivement, on sera taxé sur la part d'acier aluminium, mais au taux classique. Pour le reste, les composants, en fait, on tient compte de l'origine du produit fini. Donc il faut que vous regardiez, et ça c'est compliqué, les règles US qui sont pas aussi simples que les nôtres. Mais est-ce que votre produit fini qui contient des composants chinois, il est considéré comme chinois au regard des règles US ou une origine tierce? Et c'est ça qui induira ou non la taxation au titre des 125% ou des 10%. Je ne sais pas si tu veux rajouter, Donatien, je t'en prie. Non, franchement, c'est très clair. J'aurais pas mieux répondu à la question. Ok. Je vois peut-être, Arthur, excuse-moi, mais tant que j'avais la parole, je vois qu'il y avait des questions sur les prix de transfert et j'espère que ça va pas créer une confusion. Vous demandez si c'est légal d'avoir un prix inférieur au prix de fabrication et si on peut le bouger comme on veut. En fait, il y a des règles. Le prix de transfert, c'est des règles fiscales et vous ne pouvez pas déclarer le prix que vous voulez, notamment un prix inférieur au coût de production. Néanmoins, vous pouvez effectivement jouer sur, et je dis bien jouer entre guillemets, puisque tout ça sont des règles légales prévues par l'OCDE. Vous pouvez envisager de réduire certains coûts, notamment du fait de modification des règles, des conditions économiques, mais ça relève de règles spécifiques. Génial, merci Stanislas. On a une question de Flavie qui nous dit « Ils ont annoncé la fin de la règle des minimis pour Chine et Hong Kong qui permettait la suppression des droits de douane pour une valeur marchandise inférieure ou égale à $800. Si j'expédie en provenance de France avec une origine Chine, est-ce que cette règle s'applique ?» Non. Pour moi, vous serez toujours taxé parce que votre produit est toujours originaire de Chine. Ce qu'il faut bien comprendre, en tout cas bien avoir en tête, c'est la différence entre
enfin le pays de provenance et le pays d'origine. Si vos produits sont d'origine chinoise, mais dans votre stock chez vous, dans votre entrepôt en France, et que vous l'expédiez aux États-Unis, vos produits ont toujours cette origine Chine et donc sont taxés selon l'origine Chine et pas en fonction de l'origine du coup UE. Très bien. Il y a une question aussi, Stanislas, je ne sais pas si tu as répondu ou pas, mais sur la légalité de faire un prix de transfert inférieur au coût de fabrication en interco. Ouais, non, c'est pas possible. Il y a voilà, comme je disais, des règles spécifiques prix de transfert qui s'appliquent. On peut en discuter en aparté, mais normalement, ça répond à une logique économique, donc inférieure au coût de fabrication, pas possible. Une autre question. Bonjour, les taxes appliquées sont-elles cumulatives? C'est-à-dire 10% plus taxes réciproques. Oui, tout à fait. Quentin oui. confirme. C'est cumulatif à tout ce qui existait avant les annonces Trump, pour dire les choses un peu plus simplement. C'est pour ça que d'ailleurs dans les articles de presse, vous pouvez voir en titre 104% de droits de douane additionnels. En fait, on additionne les 20% IEPA et par exemple les 84% de tarifs réciproques. Alors, on a beaucoup de questions, difficiles de répondre à tout. Une question de Christopher qui dit: où puis-je me renseigner précisément sur les taxes appliquées à l'export vers les États-Unis en fonction de l'origine du produit fini? Alors, attends, c'est la question de Christopher. Via votre commissionnaire de transport ou commissionnaire en douane, j'ai envie de dire, mais Ouais, on pourra fournir, je pense, dans le ouais. dans le lien, notamment le site du Trésor et les ressources qu'on a à notre disposition. La Maison Blanche publie aussi régulièrement des éléments là-dessus. Donc, ouais, on pourra vous envoyer des liens, effectivement, pour bien suivre les bonnes actualités. question de Marina: est-ce qu'il y a des produits exemptés comme sur l'annexe 2? Oui. Si vous voulez dire exempté des 10%, c'est toujours l'annexe 2 qui s'applique. Hein. Les 10%, en fait, ils s'appliquent en remplacement, entre guillemets, des taxes qui avaient été prévues, donc 20% par exemple pour l'Union européenne. Mais les exonérations annexe 2, elles n'ont pas bougé. Donc, si vous étiez exonéré des 20%, vous êtes également exonéré des 10%. C'est le cas pour certains secteurs, médical, pharmaceutique, etc. J'ai une question de Valérie qui demande de confirmer les points suivants. Les droits de douane s'appliqueront le 9 avril 2025. Toutefois, les marchandises chargées sur un navire et en transit avant le 9 avril ne sont pas soumises à ce droit de douane additionnel. Oui. Ouais, c'est ça. C'est rare hein, quand un avocat répond aussi clairement, mais oui. C'est exactement ça. Mais après, pardon, juste un point, application des droits de douane, 10%, et je rebondis sur ce que disait l'excellent Stéphane, comme toujours, et sur les 2 commentaires qu'il a publiés, il se reconnaîtra pour les pingouins. Effectivement, il faut que les douanes américaines, nous on a beaucoup de retours de notre équipe locale qui nous dit qu'en fait les douanes américaines, ça va être très très compliqué de générer autant de boulot et de collecter toutes ces taxes et d'exercer des contrôles, etc. C'est d'ailleurs aussi une des raisons peut-être des suspensions, mais donc normalement ça s'applique tout de suite. Maintenant dans la pratique, attendons de voir. J'ai une question sur l'application, comment la First Sale Rule s'applique alors que l'origine est chinoise? C'est le même principe que ce qu'a décrit Donatien. La First Sale Rule, en fait, ça n'a pas forcément lien ni avec l'origine ni avec le taux de droit de douane, c'est juste que votre base taxable, imaginons que vous achetez à un fournisseur 8, vous êtes l'intermédiaire, vous revendez 10 à votre client américain, vous pouvez déclarer à l'importation aux US 8 parce que c'est le prix de la première vente qui était à destination déjà des US. Mais pour autant, sur ce 8, vous serez taxé à 125% si c'est un produit d'origine chinoise. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, c'est très clair. Ouais. Une autre question sur les familles de produits médicaux les plus impactées par cette hausse de droits de douane. Stanislas, je ne sais pas si tu as ça en tête, mais bon, il y a eu une exemption sur la catégorie de produits pharmaceutiques au sens large. Est-ce que tu as une information sur ce sujet?
Oui, alors là pour le coup, je fais une réponse d'avocat. Oui, mais c'est-à-dire oui, il y a une liste qui est publiée. On parlait de l'annexe 2. Il y a des codes douaniers, donc ça dépend du code douanier dont on relève. Mais même au sein de certains codes douaniers, des produits sont exonérés, d'autres non. Et là, c'est quasiment du cas par cas. Donc il faut vraiment vérifier en fonction de vos produits si vous êtes dans cette industrie-là. Mais déjà, regardez l'annexe 2 avec les codes douaniers qui sont listés. C'est, on va pas dire que c'est bien fait, mais c'est quand même assez relativement clair. Peut-être précision, est-ce que tu confirmes que les équipements médicaux sont pas inclus dans l'annexe 2? Parce que c'est assez large l'appellation produits pharmaceutiques. Est-ce que tu confirmes que les équipements médicaux sont exclus de cette exemption? Bah, c'est une bonne question. Honnêtement, je sais pas parce que ça dépend vraiment des codes douaniers. Je sais que certains équipements sont visés par les exonérations, sont éligibles, on pourrait dire, d'autres non. Et donc, c'est vraiment du cas par cas, là. C'est difficile de faire une réponse globale, on va dire. Ah, à creuser, ok. Une question de Michael qui dit, deux questions de Michael qui dit l'annonce des 125% de droits de douane sur la Chine, cela signifie 30% en plus sur les 104% évoqués jusqu'à hier. Interrogation. Pour la fin des minimis, on parle d'origine ou de provenance Chine-Hong Kong, les textes de parler de provenance. Alors, je réponds, mais sur le provenance versus origine, pour la taxation classique, on parle bien d'origine. En revanche, effectivement, pour les minimis, il me semble, mais de la tu auras peut-être la réponse qu'on a parlé de provenance Chine. Et donc là, il y a une petite distinction effectivement pour les envois de faible valeur. Ouais, ça sera effectivement à confirmer. Mais ouais, potentiellement, ça sera euh, donc c'est 90% plus 20 pour l'origine et peut-être en provenance, en fait, le montant minimum de 75 $ par paquet. Il y aura peut-être effectivement une, une répartition comme ça. J'ai une question d'Anne-Claire qui dit sur les deux minimis, un colis contenant un produit de Chine et un produit d'Union européenne, le demi tombe pour tout le colis ou uniquement pour la partie chinoise? Normalement, c'est pour la partie chinoise. Si vous êtes en mesure, du coup, enfin, a priori, sur la facture, du coup, de distinguer en deux lignes, donc l'article en provenance, enfin, en origine UE et l'article en origine Chine. Très bien. Donc le lien vers l'annexe 2 a été partagé. Merci pour les gens dans la section questions et commentaires. Comment mener une politique de sourcing cohérente pour minimiser l'impact des droits de douane? Peut-être ce que je peux vous dire, c'est bon, déjà, c'est compliqué d'avoir une politique cohérente dans un environnement qui est aussi incertain. Vous avez peut-être suivi les annonces d'Apple ils envisagent de délocaliser une partie significative de la production en Inde, qui jusqu'à il y a peu a été traitée beaucoup mieux que les autres pays, puisque les droits de douane en provenance d'Inde étaient de 10%. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir s'adapter et une fois que la situation sera, j'ai envie de dire, un peu stabilisée, normalisée, faire des vraies analyses douanières sur vos produits. Ce que nous, on vous conseille dans ce cas de figure, c'est de vous rapprocher soit évidemment d'un avocat spécialisé en douane, soit d'un commissionnaire pour établir comment dire, quelque chose de très précis à l'échelle de vos produits. Voilà. Y a-t-il d'autres produits, d'autres questions, pardon? Il y a pas mal, pardon, Arthur, de questions. Je voyais rapidement dans le fil là sur notamment l'addition de ces taxes réciproques, enfin réciproques entre guillemets, parce qu'elles n'ont rien de réciproque. Mais pour être très clair, ça s'applique sur l'origine et pas sur la provenance. Je voyais une question, on additionne taxe provenance UE et origine pays tiers. Donc ça s'applique que sur l'origine des produits. Je donne un exemple qui est un peu absurde, mais pourquoi pas, vous êtes un produit européen, vous passez par la Chine, vous arrivez aux US, vous aurez la taxation de 10% applicable aux produits européens et pas les 125% applicables aux produits chinois. Ça c'est important, c'est le premier point. Et deuxième point, quand on dit que ça s'additionne, ces taxes réciproques, c'est qu'elles s'additionnent aux droits de douane ou autres taxes qui préexistaient déjà avant. Donc là aussi, il y a un peu de cas par cas, ça dépend des pays, des produits, mais c'est ça la logique.
Merci Stanislas. On a une question de Marina. Pour être sûr, les produits en annexe 2 ne sont pas taxés des 10%? Oui, s'ils sont dans effectivement annexe 2, la liste des produits exonérés, ils sont éligibles à l'exemption, donc pas de taxe 10%. Attention, peut-être, pardon, j'interviens là-dessus, là, mais c'est important aussi c'est pas parce que dans l'annexe 2, il y a écrit, je fais vraiment synthétique, mais produits pharmaceutiques, et que vous êtes dans cette industrie, que vous êtes exonéré. Ça s'applique vraiment par code douanier. Allez faire l'exercice. Et du reste, si vos codes douaniers sont pas les bons, bah, du coup, ça pose également un problème. Donc, faites vraiment l'exercice de vérification par code douanier, puis de vos codes douaniers si vous n'en êtes pas sûr. Et c'est exonéré, quelle qu'en soit l'origine. Je vois la question là, mais l'exonération, j'ai compris qu'elle s'appliquait quelle que soit l'origine, mais là-dessus, je mets un gros a priori parce que ça n'a pas été très clair dans l'annonce. Il n'est pas toujours très clair, Donald Trump. Et là, dans l'annonce d'hier soir, je rappelle juste que l'annonce d'hier soir sur les 10%, alors sauf si quelqu'un a l'info là depuis ce matin, c'est une annonce médiatique. C'est-à-dire que j'ai pas vu passer en tout cas de fact sheet ou une sorte de directive publiée par la Maison Blanche. Je sais pas si elle est sortie, elle devait sortir cette nuit. Alors, si elle est effectivement, une heure ou deux, je l'ai pas vu passer. Alors si effectivement, moi j'en ai vu une passer effectivement dans le broker US, mais elle est très 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 succincte et il n'y a pas vraiment d'infos. Donc Okay. On attend encore Okay. comment va être structuré justement ces droits de douane. Et je rebondis sur une remarque de Linda qui est extrêmement intéressante. Pour rappel, les codes douaniers en Europe, dans l'Union européenne et aux États-Unis ne sont pas les mêmes. Donc, il faut effectivement faire le travail de s'assurer que vous utilisez les bons. Et il y a effectivement, attention, quand on parle de code douanier, à bien se souvenir qu'il y a des nomenclatures différentes dans l'Union européenne et aux États-Unis. Ouais, c'est très juste, c'est très juste. Et les règles, c'est un même point que ce que tu décris là, mais les règles d'origine, comment est-ce qu'on détermine l'origine d'un produit fini, sont pas les mêmes non plus aux US et dans l'UE. Donc là aussi, faites la vérification au regard des règles US, puisque c'est vers le marché US dont on parle là que les produits sont destinés. Ça aussi, c'est un point où il peut y avoir des confusions. Parfait. Je ne sais pas si Donatien ou Stanislas, il y a encore une question à laquelle vous voudriez répondre. On a traité quand même un grand nombre de sujets, donc je ne sais pas s'il y a encore. Non, mais peut-être simplement rappeler que c'est très important, vous l'avez dit, d'avoir des relations très proches là, avec le représentant en douane, et en particulier quand on en a un bon, ce qui est le cas en l'espèce. Mais du coup, effectivement, c'est par là aussi que vont arriver les infos. Donc, au plus proche du terrain sera le mieux, avec des bonnes relations contractuelles bien établies. Voilà. C'est une recommandation plus générale. Absolument, je suis d'accord avec vous. Ne pas oublier que les informations qui sont partagées sont assez générales aujourd'hui et génériques, donc c'est compliqué de vous donner des certitudes dans l'environnement actuel. Deuxième, donc le premier conseil, je suis d'accord avec Stanislas, restez proche de votre déclarant et commissaire en douane ou votre broker aux US pour avoir des informations spécifiques à vos produits. Deuxième chose, suivre l'actualité parce que beaucoup de choses pourraient changer. Et dernier point aussi, réfléchir à certaines des solutions qu'on vous a présentées. Alors, il peut y avoir des impacts fiscaux, réglementaires assez importants. Donc, nous, on vous partage des pistes, mais il faut évidemment faire le travail réglementaire et juridique pour s'assurer que certaines des solutions qui sont évoquées ici sont valables. Voilà. Écoutez, un très grand merci à tous d'être venus aussi nombreux et d'avoir posé autant de questions. J'espère que c'était utile pour vous. J'en profite pour remercier évidemment Donatien et Stanislas pour leur disponibilité, la préparation de la présentation. Pardon, excuse-moi Arthur, désolé de te couper. Il y avait juste une question là de Karima qui a reçu beaucoup de votes, qui disait les 6 premiers chiffres du code douanier sont harmonisés au niveau mondial. Oui, donc c'est en théorie les mêmes aux US et en UE. Par contre, il faut vérifier les 4 derniers. Voilà. C'est ça la logique. Excuse-moi de t'avoir coupé. Ouais, non, mais absolument. Merci d'avoir répondu. Un grand merci à tous d'avoir participé. Pour rappel, on vous enverra le replay et les
les slides qui ont été présentés. Donc, vous aurez tout ça dans votre boîte mail dans la journée. Et puis, merci de votre participation. Et puis, à très vite, puisque quelque chose me dit que ce ne sera pas le dernier événement et échange qu'on aura sur le sujet. Un grand merci. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Merci. Merci Arthur. Merci Donatien. Au revoir.